La bioélectronique, c'est une technique d'investigation scientifique qui permet de mesurer dans tous les milieux aqueux trois constantes importantes. La première de ces constantes, c'est le pH, c'est-à-dire le niveau d'acidité ou d'alcalinité. Plus un milieu est acide et plus il est hydraté, plus il est alcalin et plus il est déshydraté. C'est directement proportionnel. La deuxième constante, c'est le RH2. Le RH2, c'est le niveau de réduction ou d'oxydation de ce milieu aqueux. Prenons l'exemple d'une allumette. Lorsqu'elle est neuve, on dit qu'elle est réduite. Lorsqu'elle est complètement consumée, qu'il ne reste absolument plus rien de l'allumette sauf des cendres, on dit qu'elle est oxydée. La vie, bien sûr, ce sera non pas l'état de réduction, non pas l'état d'oxydation, mais lorsque l'allumette flambe, c'est-à-dire la flamme, c'est-à-dire le passage de l'état de réduction à l'état d'oxydation. La troisième constante, c'est le ρ. Le ρ, c'est la résistance qu'oppose le milieu aqueux au passage du courant électrique. Et il est clair que de l'eau parfaitement pure, comme l'eau du mont Roucous ou de l'eau distillée, eh bien, ne laisse pas du tout passer le courant électrique. Donc la résistivité est énorme, le ρ est très élevé. Par contre, plus il y a d'électrolytes en suspension et de substances en suspension dans l'eau, plus le courant va passer facilement et le ρ sera de plus en plus bas. La résistance au courant électrique sera de plus en plus faible. Par conséquent, plus le ρ sera bas, cela signifiera que le milieu est plus riche en électrolytes, il est quelque part plus pollué. Avec ces trois constantes de la bioélectronique, on peut se permettre d'étudier la vie. Et la vie évolue à la fois sur le plan cyclique et à la fois sur le plan linéaire. Sur le plan cyclique, c'est sur la journée. Eh bien, vous savez parfaitement que normalement, tout individu se lève le matin et se couche le soir. Dans la journée, il a des activités, dans la nuit, il répare, il se repose. Et donc ça, c'est l'évolution cyclique de la vie. Et bien sûr, c'est renouvelé et régénéré régulièrement grâce au repas. Alors prenons l'exemple d'un individu normal et si nous raisonnons en heure solaire, c'est-à-dire 6 heures du matin pour le lever, eh bien à 6 heures du matin, heure solaire, l'individu rentre en phase d'activité. Il se lève de son lit et il va commencer ses activités. Pendant cette phase d'activité qui va durer jusqu'à 18 heures, eh bien, il va faire travailler son système locomoteur et son cerveau de manière optimale et maximale à midi évidemment. Alors on peut dire qu'à 6 heures du matin, le milieu aqueux de l'individu sera globalement acide au niveau du pH, il sera relativement réduit au niveau du RH2 et le ρ, c'est-à-dire la résistivité au courant électrique, sera relativement élevé. À mesure que la journée va s'avancer, il va progressivement s'alcaliniser, son RH2 va aller vers l'oxydation, vers l'état d'oxydation, et au niveau du ρ, le ρ va baisser régulièrement à mesure que les toxines, les radicaux libres et les cendres vont s'accumuler dans l'organisme. Donc à midi, il sera bien évidemment au maximum d'activité, au maximum de ses capacités d'action. Et le soir, à 18 heures, normalement, il arrive à l'épuisement de son stock de combustible, c'est-à-dire il arrive à un niveau d'oxydation maximal pour la journée, et son pH sera beaucoup plus alcalin, et son ρ sera relativement faible. C'est là qu'il sera le plus faible de la journée. Donc c'est à ce moment-là qu'il va se mettre à table, normalement, logiquement, et bien sûr, en se mettant à table, il va refaire le plein de combustible et le plein de matériaux pour régénérer l'organisme au cours de la nuit. Donc le repas va durer, mettons, 1 heure, ensuite pendant 3 heures, la digestion va se mettre en route. Il faut savoir que tous les aliments, sans aucune exception, sont acides et tous ces aliments vont bien sûr
amener du combustible et de quoi régénérer l'organisme avec des matériaux de remplacement. Le gros de la digestion est terminé à minuit et il lui reste ensuite 6 heures pour régénérer l'organisme jusqu'à 6 heures du matin. Et bien sûr, pendant cette phase de réparation, eh bien, il va remplir ses réservoirs de carburant, c'est-à-dire revenir à l'état réduit. Il va se réacidifier globalement, c'est-à-dire se réhydrater en même temps. Et son RAW va augmenter parce qu'il va pouvoir éliminer, évacuer les cendres, les radicaux libres, les toxines, tout ce qui a pu s'accumuler au cours de sa journée. Dans ce processus cyclique, les antioxydants vont avoir un rôle essentiel. La vitamine C et la vitamine E en particulier. Alors la vitamine C travaille sur les milieux aqueux, la vitamine E sur les milieux lipidiques. Eh bien, elles vont permettre au microzyma de réacidifier le corps et donc de le réhydrater, d'évacuer les toxines, les cendres et les radicaux libres et donc de remonter le RAW, c'est-à-dire la résistivité au passage du courant électrique. Et en plus, ces antioxydants vont servir en quelque sorte de brique par feu pour éviter que les combustions nécessaires à la vie ne débordent les limites du raisonnable et n'entraînent des inflammations, par exemple. Ces antioxydants vont limiter en quelque sorte le niveau global de stress. C'est exactement l'effet inverse du café. Et il est clair que si vous fonctionnez dans votre journée avec un peu d'excitation, eh bien vous allez dépenser oui, vous allez dépenser beaucoup plus et vous allez vous oxyder beaucoup plus vite et vous déshydrater beaucoup plus vite. Il y a aussi bien sûr une dimension linéaire dans l'évolution de la vie, depuis l'état du bébé à la naissance jusqu'à l'état du vieillard. Eh bien, il faut savoir que le bébé, au niveau des constantes bioélectroniques, eh bien, il est relativement acide et à mesure qu'il avance en âge, il va s'alcaliniser. Ça veut dire quelque part que le bébé renferme beaucoup plus d'eau que le vieillard, environ 90%, alors que le vieillard n'a plus que 65% d'eau à la fin de sa vie. Au niveau du RH2, eh bien, c'est pareil, le bébé est relativement réduit, bien sûr, c'est-à-dire qu'il a un potentiel de vie, de combustion qui est maximal et avec des énergies ancestrales qui viennent évidemment compléter l'énergie quotidienne alimentaire. Et cette énergie ancestrale va s'user progressivement et il va donc progressivement s'oxyder et arriver à un niveau d'oxydation important. Lorsque ce niveau d'oxydation sera trop important, la vie ne sera plus possible et ce sera le passage par la mort, hein, c'est clair. Voilà. Et puis la troisième constante, le RAW varie également. Il est clair que le bébé est normalement, logiquement, beaucoup moins pollué que le vieillard. Il n'a pas eu d'amalgame dentaire, il n'a pas eu de pollution par le plomb et autres métaux lourds. Et par contre, le vieillard, lui, a droit à tout ça. Et par conséquent, le bébé a une résistivité relativement élevée, bien sûr pas parfaite, et le vieillard, lui, a une résistivité beaucoup plus basse de façon globale. Là aussi, les antioxydants sont absolument fondamentaux parce que grâce aux antioxydants, eh bien, on va pouvoir, de manière régulière et quotidienne, ramener le niveau bioélectronique de la vie vers le niveau acide, vers le niveau de la jeunesse, éviter donc une alcalinisation trop importante qui correspond à la déshydratation et à la vieillesse, et éviter une oxydation trop importante, et en particulier aux inflammations et au stress qui accélèrent tous les processus d'oxydation,
Et puis on va également permettre aux mycosima d'évacuer les toxines, les radicaux libres, les métaux lourds par exemple et tous les poisons. Et donc permettre au rot de rester relativement élevé. Et ça peut permettre de comprendre pourquoi, quelque part, la longévité humaine peut être envisagée de façon beaucoup plus ample si l'on prend régulièrement ces fameux antioxydants, à savoir vitamine C, vitamine E. Alors, pour parler plus précisément de la vitamine C, il faut savoir que normalement, tous les animaux synthétisent la vitamine C et en quantité suffisante, c'est-à-dire que pour une corpulence équivalente à celle d'un être humain, c'est de l'ordre de 10 grammes par jour quand tout va bien et beaucoup plus en cas de maladie. Et donc tous les animaux sont capables de la synthétiser, sauf les êtres humains, sauf les primates, sauf les lapins, les cochons d'Inde, enfin certaines espèces animales relativement rares. Et pourquoi ? Alors ça, c'est une grande question. Je pense, mais c'est une hypothèse bien sûr, je pense qu'à l'origine, et pendant des millénaires, les humains ont vécu en zone équatoriale ou en zone tropicale, et ils étaient essentiellement frugivores. Et les fruits de ces pays, de ces zones tropicales ou équatoriales, sont extrêmement riches en vitamine C, ce qui leur permettait donc de se dispenser d'une synthèse qui est relativement dispendieuse et complexe, quoi. Voilà. Donc, il est extrêmement intéressant pour l'être humain aujourd'hui de se complémenter très régulièrement en vitamine C et en vitamine E. La vitamine C, il faut utiliser de préférence l'acide L-ascorbique parce que si on prend de la vitamine C naturelle extraite de l'acérola, en général c'est couplé avec des jus de fruits qui apportent du potassium et qui majorent tous les phénomènes inflammatoires. Et lorsqu'il n'y a pas d'inflammation en cours, eh bien ce potassium va se déposer à l'intérieur du panicule adipeux, c'est-à-dire dans la couche de graisse sous-cutanée qui permet de résister au froid. Mais du coup, ça va faire gonfler cette couche de graisse sous-cutanée. Et donc, c'est pas tellement à la mode par les temps qui courent. Mais c'est comme ça. Donc il vaut mieux prendre l'acide L-ascorbique pur et puis en prendre donc de façon tout à fait régulière tout au long de la vie. Donc en principe, on considère qu'il faut donner 1 gramme par année d'âge et par jour jusqu'à l'âge de 10 ans. Et à partir de 10 ans, une dizaine de grammes par jour. Lorsqu'on est malade, il faut doubler la dose, quelle que soit la quantité de base. La carence en vitamine C est préoccupante. Elle est même très préoccupante puisque chez l'adulte, elle provoque une maladie qui s'appelle le scorbut et qui est connue depuis la plus haute antiquité. Par contre, ce qu'on connaît moins, et c'est dommage, c'est la maladie de Barlov, c'est-à-dire le scorbut du nouveau-né et du tout petit enfant. Et ça, c'est une maladie extrêmement grave qui provoque, c'est la grande cause des morts subites du nourrisson, qui provoque énormément de troubles avec des suppurations, avec des décalcifications majeures, c'est l'équivalent de la maladie des os de verre, avec énormément d'inflammation, d'hémorragie interne, etc. C'est vraiment une maladie extrêmement grave et qui a été complètement oubliée. Et ça se produit encore très très souvent lorsque des parents sont poursuivis pour soi-disant maltraitance aux enfants, aux petits bébés. C'est en fait une maladie de Barlov et c'est bien dommage. La vitamine E donc, a exactement les mêmes effets que la vitamine C au niveau de tous les tissus lipidiques, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Elle évite les pertes de mémoire et le vieillissement prématuré du cerveau. Au niveau de la peau, elle limite le vieillissement de la peau, elle évite toutes les maladies, elle évite la gravité de toutes les maladies cutanées et elle évite en particulier l'apparition trop rapide des rides, elle limite l'apparition des rides. Et puis ce qui est très intéressant également, c'est la dissolution des plaques d'athérome et l'assouplissement des artères et donc elle évite les hypertensions par sclérose artérielle. Et on obtient un résultat extrêmement intéressant déjà avec 1 ml de vitamine E par jour. Ça c'est la dose de l'adulte en moyenne, entre 40 ans et la mort, quoi.
Sinon, la vitamine E, il y a besoin de 0,1 ml chez l'enfant et on augmente progressivement jusqu'à 1 ml à 40 ans. C'est extrêmement intéressant de se complémenter régulièrement en vitamine C, en vitamine E. Bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut, autant que faire se peut, avoir une bonne hygiène de vie, manger sans pesticides, c'est-à-dire le plus possible bio, et puis avoir une vie régulière, une vie à savoir respecter des temps de repos, etc. Les vitamines C et E, les antioxydants, ne font pas tout, c'est clair.